Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre éternelle liberté de penser n'a d'égal que celle de chanter. Votre voix plus forte que jamais porte si loin qu'elle vous permet de préparer l'avenir que vous chantez aujourd'hui. Bonjour Florent Pagny. Bonjour Jacques, comment vas-tu? Très bien. Alors ça me fait bizarre de t'entendre me vouvoyer parce que depuis le temps qu'on se connaît, oui. Tu vas peut-être me tutoyer quand même. À la radio jamais. Ah là 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 là. Merci mademoiselle. On vient de porter un café à Florent Pagny. Cynthia vient de porter un café à Florent Pagny. Donc tu l'as fait genre en radio, je dis vous. Voilà, exactement. D'accord. Mais je vais pas pouvoir te dire vous. Hein. Ça va me faire trop bizarre moi. La liberté de penser, la liberté de parole aussi. Écoute, voilà. Chacun a sa place alors. Voilà. Donc, on va évoquer ce nouvel album, votre 20e album, mais aussi on va évoquer votre carrière. C'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, avec des dates précises. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 27 mai 1982, une performance, Florent Pagny, parce que vous êtes à la fois sur TF1 et sur France 2 pour votre première télévision. Ah oui? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une fiction qui s'appelle Non récupérable sur TF1, oui. Et en même temps sur France 2, une chanson sur les techniciens dans une comédie musicale qui évoque la réforme de l'audiovisuel. Ah oui, tout Téléfolie, tout s'enchaîne. Exactement, avec Roger Giquel qui présentait. Oui, exactement. Et c'était sorti et ça passait en même temps. À la même heure sur les deux chaînes. Et voilà, ça me ressemble. Et c'était pourtant avant que je chante. Mais bien sûr. Même si je chantais dans cette comédie musicale, mais c'est vrai que j'avais pas de répertoire, j'avais pas encore enregistré de chansons propres et c'est vrai que j'avais fait cette télé comédie musicale qui a été d'ailleurs assez unique. Hein. On n'a jamais refait ce genre de télé. C'était une comédie musicale sur la réforme de l'audiovisuel. Exactement. Et on expliquait aux gens ce qui se passait, et pourquoi on allait passer, on quittait le RTF pour arriver à un autre mode de télévision. Voilà. Et c'était Roger Dumas et Guy Bontempi qui avaient fait la chanson. Oui. Ouais, non, on avait tout un répertoire. C'est là que j'ai rencontré Reda d'ailleurs. Voilà. Le chorégraphe. C'est une époque très agréable. Et en même temps, sur TF1, il y a Non récupérable, qui est une fiction dans un centre de délinquants où vous vous en prenez à un adolescent qui a de l'embonpoint. C'est une première fiction. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça, c'était avec Lucas Belvaux. Oui. Il y avait aussi Riton, Charlie Chamouni. C'est peut-être Charlie qu'on embêtait. Oui. Et oui, ça nous rajeunit pas, hein, tout ce qu'on se raconte là, parce que 82. 82. J'ai 21 ans. Voilà. Alors, vous êtes né à Chalon-sur-Saône, et je crois que la chanson, vous aviez un modèle, sont vos grands-parents qui jouaient des comédies musicales en Bourgogne. Alors, en fait, je l'avais pas. C'est pas le modèle que j'avais puisque ça a été toujours raconté. Moi, j'ai eu qu'une grand-mère, et cette grand-mère-là ne chantait pas. C'était la grand-mère paternelle. Mais par contre, le père de mon père, que mon père n'a même jamais connu, apparemment était une énorme voix qui accompagnait les chœurs féminins dans les églises. Et ma grand-mère maternelle était quelqu'un qui aimait chanter et faire des spectacles. Mais surtout, c'est ma mère qui me donne cet héritage. C'est parce que ma mère était une vraie grande chanteuse, mais qui n'est jamais montée à la capitale. Donc moi, mon influence de chant vient essentiellement de ma maman. Et là, votre maman adorait l'opérette. Ah oui. Vous a fait découvrir l'opérette. Eh oui, opéra et opérette. Elle adorait Mariano, on peut la comprendre. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé en 61 dans une maison où on écoutait de la musique, de la chanson et des opéras et surtout ces opérettes. La Belle de Cadix, Violettes impériales, voilà. quelques... Oui. La Belle de Cadix, c'est Mariano qui l'a chanté. Eh oui. La Belle de Cadix a des yeux de velours. Tu te rappelles ta jeunesse aussi, hein? Ah ouais. Ce qu'on ne sait pas, Florent Pagny, c'est qu'au départ, c'est une opérette marseillaise qui avait été prévue par Marc Cab et Raymond Vinci. Et quand ils ont trouvé Mariano, ils ont dit on va faire une opérette espagnole. Et c'est comme ça que c'est né. Au départ, ça devait s'appeler Mariage Gitan. Et c'est devenu La Belle de Cadix. Et ça a été créé un 24 décembre parce que personne n'y croyait. On a dit ça va durer 3 jours. Ça a duré quelques années. Ah bah oui. Et c'était pas Francis Lopez déjà? Si, c'était Lopez, mais qui lui devait faire des musiques au départ méditerranéennes. Et quand Mariano est arrivé, ça a tout changé. Eh oui, bah oui. Alors, vous chantez aussi vos débuts dans la chanson, je crois, Florent Pagny, c'est à Bonneville, en Haute-Savoie. Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une troupe de majorettes dans les fêtes du village et vous êtes là. Oui, oui, bah, disons que nous, on est une famille à vouloir. En plus, on arrive de Bourgogne, en Haute-Savoie, et on connaît pas grand monde. Et on se dit qu'en effet, ça peut être sympa de participer à des fêtes populaires et rentrer dans une formation. Alors, mes sœurs étaient aux baguettes, mon frère était à la grosse caisse, et moi, j'étais au cymbale, et mes parents étaient dans le comité d'accompagnement. Et c'est vrai que ça me permettait, à chaque déplacement des majorettes, après les défilés, il y avait toujours une petite scène avec un micro, et ça me permettait de m'exprimer un peu et de commencer à chanter et de regarder, voir si j'avais du pouvoir. Ça vous tentait la chanson déjà? Ah bah moi, j'ai découvert que j'avais ce don, j'avais 10 ans. Et quand on découvre qu'on a quelque chose un peu différent et qu'en plus, alors je raconte toujours un peu la même histoire. Moi, j'étais un môme pas très haut, qui passait un peu inaperçu. Tu vois, j'étais pas blond aux yeux bleus. Et j'avais quand même déjà une espèce d'envie de reconnaissance. Et le moment où je découvre que j'ai cette arme qui est la voix, je vais la tester. Je monte sur scène et là je commence à chanter et je me rends compte que on m'a pas vu arriver, on m'a pas regardé, je commence à chanter, on fait pas attention à moi, on continue à discuter, à manger les couverts et puis d'un seul coup, les couverts s'arrêtent, les voix s'arrêtent, le silence se fait, on me regarde, on m'écoute chanter et quand j'ai fini, on m'applaudit et quand je repars, tout le monde me regarde. Et là, je me dis, ah, j'ai trouvé quelque chose où je me fais remarquer. Voilà. Et vous êtes aussi remarqué lors d'une course cycliste, le Dauphiné Libéré, Oui. car il y a un concours chaque soir et vous gagnez tous les soirs. Oui, en fait, c'était la première étape avait lieu à Annecy. Moi, j'étais arrivé à Bonneville et c'est vrai que le Dauphiné Libéré avait créé ce concours de chant. C'était Zapimax qui présentait. Oui. Et je me rappelle d'ailleurs que je suis arrivé, j'avais 13 ans. Et quand je suis arrivé, on m'a regardé, on m'a fait « Ah non, non, vous êtes trop jeune, vous pouvez pas. » Et là, tu fais « Pardon ? Comment je suis trop jeune, je peux pas ?» Et donc, je suis allé voir Zapimax à 13 ans en disant « Vous allez... Je veux chanter, moi, je suis venu pour faire le concours. Et c'est pas parce que j'ai 13 ans qu'il faut m'en empêcher, c'est pas logique. » Alors, je lui ai tellement mis la pression qu'il est allé voir le public en disant « Normalement, on ne les accepte qu'à partir de 16 ans. Il a 13 ans, mais il veut à tout prix chanter. On l'écoute ?» Le public a dit oui et j'ai pu chanter. Je chantais du Mariano, la Fiesta bohémienne, et j'ai cartonné. Donc j'ai gagné. Et le jeu consistait à remettre son titre, comme le cycliste, à chaque étape. Alors je suis parti à l'étape d'après, et puis j'ai encore gagné, et j'ai gagné tout le tour du Dauphiné Libéré sans mettre un seul coup de pédale. Voilà. Et finalement, ensuite, vous êtes venu à Paris. Alors, à Paris, il y a eu les cours de théâtre, mais ça a duré 15 jours. On est d'accord. C'était pas votre truc du tout. C'était pas pour moi. Et il y a eu le conservatoire de Levallois-Perret, où là, c'était différent, Florent Pagny. J'ai rencontré Inès Gaëtan, là, qui était de la même histoire aussi avec Inès. Quand je suis arrivé, j'avais 16 ans, et là, Madame Gaëtan regarde ma mère en lui disant, vous savez, un chanteur, on travaille du classique, du lyrique, et une voix classique, lyrique, pour un homme, elle n'est travaillable qu'après 18-20 ans. Il faut qu'elle soit placée, il faut qu'il est muet, il a 16 ans, il est trop jeune. Et là, ma mère commence à dire, ah, bon, bah, excusez-nous, à prendre ses affaires, et on retourne en Haute-Savoie, puisqu'on habite là-bas. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de m'échapper, et une nouvelle fois, je réagis, et je rue dans les brancards en disant, stop, j'ai pas fait toute cette route pour que vous m'écoutiez pas non plus. Donc, à un certain moment, je suis peut-être d'accord avec vous, mais au moins, écoutez-moi pour me dire où elle est, ma voix, si elle est placée ou pas. Et on descend, elle me regarde, elle me fait, bah, vous avez raison, oui, je vais vous écouter parce qu'en effet, vous avez fait beaucoup de kilomètres pour venir me voir et c'est la moindre des choses que je vous écoute. Et elle est descendue au piano, elle m'a fait faire des petites gammes, bouche fermée au début, et après elle me fait, et elle commence à jouer, elle m'écoute chanter, et elle me regarde, elle me fait, mais attendez, arrêtez de serrer dans le nez, là, comme Mariano. Élargissez, soyez plus opératique. Faites-moi votre son qui est qui est plus proche de ce que vous êtes et tout. Et je commence à tout de suite à comprendre ce qu'elle me demande. Et elle s'arrête et elle me dit, mais vous avez votre voix placée, je vous garde. Je vous garde. Et là, d'un seul coup, je me suis sauvé la mise, je retourne pas en Haute-Savoie et je commence le conservatoire tout de suite et j'ai 16 ans. Voilà. Et vous continuez. Bon, les temps sont difficiles parce que pour gagner sa vie, il faut faire différents métiers. Vous avez commis de restaurant, courtier en assurance, barman, tout, quoi. Oui, des petits métiers où il n'y avait pas forcément de patron sur le dos. Donc, c'était... oui, je me suis amusé. D'ailleurs, j'ai le don de chanter à 10 ans. Je commence le conservatoire à 16 ans, mais je chante pour la première fois, j'ai 27 ans.
Donc j'ai laissé passer pas mal de temps, j'ai appris beaucoup de choses entre-temps, j'ai été vivre ma vie. Oui, et puis vous avez fait du cinéma. Alors je crois que vous avez failli tourner dans Diva de Jean-Jacques Benex. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et oui, malheureusement, c'est vrai, parce que c'était un grand film et j'aurais eu un grand rôle et ça aurait été le premier, c'était extraordinaire, mais bon, ça n'a pas eu lieu au dernier moment, alors que j'ai fait tous les essais, et à la fin, il en restait plus que 2 et c'est Frédéric Andréi qui a fait le film et moi... j'ai fait une autre petite carrière d'acteur. Mais en fait, acteur n'est pas tout à fait ma vie, donc c'est pas pour moi. Et même si j'ai eu du plaisir à faire des films, ça m'a formé pour d'autres choses, mais j'attendais vraiment que la chanson arrive, quoi. Oui, mais il y a un film notamment qui était en avance sur son temps, c'était Blessure de Michel Gérard. Ça a été un film étonnant. Oui, bah, c'était en avance sur son temps, puis il avait aussi la caractéristique que je l'ai écrit pour mes copains, pour ma femme, ma fiancée de l'époque, Patricia Millardet, il y avait mes parents dedans. Michel Gérard est venu me voir pour me demander d'écrire un scénario avec à l'époque un autre acteur qui s'appelait Jacques Penaud. On avait commencé tous les deux à développer ce sujet. Jacques a abandonné avant le tournage et avant la fin du scénario. Moi, j'ai pas lâché l'histoire et on a réussi à faire ce film qui est un drôle de film, en effet, un peu trop en avance entre les dialogues et avec ce qu'on racontait parce que ça n'a pas marché. On s'est même un peu fait casser sur le côté genre il parle comme on parle pas alors qu'on parlait déjà comme ça en banlieue et en fait si on le regarde presque aujourd'hui, on peut se dire qu'il est presque intemporel et il fonctionne encore. Mais oui, à l'époque, ça n'a pas pris. Ben, il fonctionne, c'est le langage des jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Et il y avait votre première chanson dans ce film. Boomerang, c'est votre premier disque. C'est mon premier single que j'ai... Alors, je me suis même amusé à le produire avec mon cachet, puisque j'étais quand même très concerné par cette aventure. Et en fait, quand le film a été fini, quand on a commencé les projections, je me rappelle que je crois que c'est RCA qui l'avait à l'époque, qui l'avait pris en distribution. Et ils sont venus me voir après en me disant, bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour la promo, comment on s'organise? Et je les ai regardés en disant, bah en fait, on fait rien parce que cette chanson-là, elle est super pour le film, mais c'est pas du tout ce que je veux faire moi, pour moi. Alors je vais pas aller la défendre, pardon. Je dis bah oui, puis vous pouvez rien faire parce que c'est moi qui l'ai payé, donc je vais pas aller plus loin avec ça. Et j'ai jamais travaillé ce titre, mais je trouvais qu'il fonctionnait bien pour ce film. Il faut savoir pour notre culture personnelle que vous avez tourné une trentaine de téléfilms à cette époque-là. Ouais. Et il y en a même un qui s'appelait Coucou, qui a obtenu La Nuit du Coucou, qui a obtenu un grand prix au Festival de télévision de Reims. Oui, non, mais j'ai fait quelques trucs intéressants, surtout à la télé, en fait. En fait, moi, je me suis retrouvé dans une drôle d'histoire avec l'acting, c'est que j'étais un peu le Poulidor du cinéma. Donc tous les castings, j'arrivais, on était 2, c'était l'autre qui faisait le film. Donc j'ai jamais eu la lumière sur le cinéma. Mais par contre, je commençais à accéder aux rôles principaux en télé. Mais la télé avait pas le pouvoir d'aujourd'hui, donc ça passait comme ça. On annonçait à peine ce qui passait, et donc il y avait que Télé 7 jours qui racontait un truc. Mais donc et puis un jour il y a eu la crise du cinéma, où d'un seul coup ça devenait de plus en plus compliqué et j'ai vu tous les acteurs bankable commencer à se dire on tourne plus, on travaille plus, et ils sont retournés sur la télé. Et moi je me suis rendu compte, je me suis dit je vais me faire dégager, je vais me retrouver dans la même situation qu'avant, alors maintenant il faut chanter. Et c'est comme ça que je me suis forcé à trouver cette première chanson qui était N'importe quoi. Voilà. Et bien justement on va en parler avec une autre date, le 19 novembre 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Florent Pagny. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Florent Pagny. Nous parlerons tout à l'heure de l'avenir, ce 20e album. On revient au présent ou au passé avec le 19 novembre 1988. C'est une soirée au Zénith où vous remportez une victoire de l'espoir masculin de la musique avec cette chanson justement. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu crois pas? Pourquoi tu crois plus? N'importe quoi, c'était pas n'importe quoi justement. Eh oui, mais il fallait quand même le sortir avec ce titre. Louvain était hystérique parce que ça devait s'appeler Dis-moi. Oui. Mais Dis-moi, ça voulait tout dire et rien dire, c'était un peu basique. Et à un moment, je fais mais non, celle-ci elle va s'appeler N'importe quoi. Et Gérard qui disait mais tu peux pas arriver sur scène avec un mec qui va dire voilà, je vous présente Florent Pagny, il va vous chanter N'importe quoi. Et une des premières télés où je suis arrivé sur scène et c'était Jacques Martin. Oui. Et Jacques d'un seul coup a
fait eh bien, je vous présente Laurent Fanny qui vous chante n'importe quoi. Je dis bah comme ça, c'est n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Exactement. Alors, ces victoires de la musique, vous en souvenez de ce soir-là au Zénith? Je me souviens d'un truc assez rigolo quand je vais chercher mon prix et que je chante. J'ai sur la scène d'en face Julio Iglesias qui m'écoute, qui me regarde et qui termine en disant eh, dis donc, il y a un Français qui chante et ça faisait un peu surprenant. Et depuis, on s'est retrouvés quelques fois et il se rappelle toujours qu'en effet, il avait vu un petit bonhomme arriver et qui prenait son micro et puis qui aimait ça, quoi, qu'on voyait. Et là aussi, c'est l'acharnement, car vous arrivez chez Gérard Louvain, qui est à l'époque un producteur de télévision et de disques, avec une mélodie, et il va essayer les paroles avec d'autres auteurs, et ça n'a pas marché. Oui, moi en fait, je découvrais tout ça, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à pondre un jour une mélodie que je chantais en yaourt, et puis c'est vrai qu'elle sonnait, ça marchait, et on se disait, oui, mais après, une fois qu'on enlève cette espèce de faux anglais, dès qu'on va mettre les paroles françaises, ça va retomber et ça va pas faire le même effet. Et on a fait venir quand même pas mal d'auteurs, et à chaque fois, les mecs m'écrivaient des trucs, et j'avais toujours le même moment, je disais, mais non, mais je chanterai pas ça, moi ça me parle pas, c'est pas bon. Et tous, être un peu vexés, me regardaient en disant, mais tu sais quoi? Tu devrais l'écrire plutôt que d'être là à nous reprocher tout ce qu'on te propose. Et à la fin, j'ai fini par l'écrire. C'est pas mon domaine. Je suis pas ni auteur ni compositeur, et ça a été un véritable accouchement. C'est à chaque fois que j'ai dû faire des chansons dans mes débuts, c'était toujours très dur. Mais j'ai quand même réussi à sortir ce genre de chansons et qui m'allait plutôt bien. Ça m'a permis de sortir aussi la tête du sac et de me faire repérer un peu. Et le jour où j'ai pu commencer à vendre des disques, à être un peu plus repéré et que les chansons ont commencé à arriver de l'extérieur, j'ai laissé faire les autres tellement c'était mieux que ce que je pouvais proposer, quoi. Oui, mais enfin, n'importe quoi, ça a été quand même pendant 14 semaines numéro 1 du top 50. Ah oui. Mais on était en phase, hein. Cette chanson, c'était moi, c'était pour moi, c'était de moi. Et voilà, il fallait que mon destin se déroule, il fallait quelque chose. Et ça a commencé par n'importe quoi. Alors, et pourquoi Gérard Louvain au départ? Vous avez été voir un peu tout le monde? Personne ne vous écoutait? Non, Florent c'est Pagny même pas ça. C'est en fait, j'avais rencontré Gérard bien avant. J'étais déjà acteur, et j'avais rencontré Gérard bien avant qu'il soit producteur de télé. Il était producteur d'Alain Chamfort, il produisait Lio à l'époque. Il travaillait avec Claude François aussi. Il avait travaillé avec Claude François, et justement Claude François l'avait remercié et lui avait rendu sa copie avec l'artiste qu'il avait amené, qui était Alain Chamfort. Et en fait, ça marchait, mais c'était pas non plus. Et puis un jour, même Chamfort lui a expliqué que ça suffisait. Et il a eu un moment où il avait plus rien. C'est-à-dire, il avait pas la télé, et puis les artistes, il avait presque plus que moi. Et moi, je sais pas. Chaque fois, je rencontrais d'autres gens, mais je disais toujours, voyez avec lui, parce que lui, j'ai une ligne de conduite. Même si le contrat qu'on avait signé n'a plus cours, parce que il est devenu obsolète, je reste fidèle à ce mec-là. On fera quelque chose ensemble. Et derrière, d'un seul coup, il devient le producteur de télé qu'il devient avec Sacrée Soirée. Et c'est grâce à lui si un jour les choses ont changé. C'est Gérard qui a créé cette étincelle. Il m'a pas amené les musiques, il m'a pas amené les musiciens, il m'a pas amené tout ça, mais il a fait un jour en sorte que les choses se passent bien pour moi et je puisse avoir la lumière et que cette chanson passe. Oui, et surtout, vous devenez l'exemple à suivre, le symbole de la réussite en partant de rien, Florent Pagny. Ah oui, même des fois un petit peu en dessous, parce que bon, c'est vrai que moi, quand j'arrive à Paris à 15 ans et demi, l'endroit où mes parents m'amènent et m'accompagnent, c'est l'Armée du Salut. Donc c'est vrai que quand on démarre de l'Armée du Salut, on peut se dire qu'on démarre d'en bas, même si l'Armée du Salut est vachement bien foutue pour t'accompagner, pour t'encadrer. Dans mon cas, c'était bien, mais c'est vrai qu'en effet, on peut se dire qu'on démarre de tout en bas. Et vous savourez cette réussite à ce moment-là? Vous êtes heureux de tout ça? Oh oui. Mais moi, de toute façon, alors, les périodes difficiles ont toujours été pour moi agréables, parce qu'elles étaient difficiles, mais en même temps, tu te fabriques, tu te construis, tu y vas, tu cherches ton destin, tu provoques des choses, et puis ça évolue, ça avance. Le jour où il y a quelque chose qui se passe, bien sûr que tu peux être que content et fier, et puis après, il faut sortir, c'est important, c'est bien, c'est difficile. Après, c'est tenir, il faut vivre toutes ces périodes avec ses hauts et ses bas, et c'est vrai que voilà, moi je regrette juste rien de tout ce qui m'est arrivé.
Non, et en plus, à l'époque, vous avez ce qu'on dit un côté mauvais garçon. À la boucle d'oreille, ça se fait pas tellement à l'époque, la boucle d'oreille. Oui, oh, il y a quelques artistes internationaux qui se permettent, mais en Oui, mais en France, France. oui, moins. Mais bon, oui, oui, j'arrive avec mes 2 boucles d'oreilles qui me valent de me faire traiter de vache qui rit. Et quand je rencontre ma moitié à Soussena qui me regarde, tu devrais les enlever, ces boucles d'oreilles. En fait, et je les ai enlevées. Ouais. Et voilà. Comme quoi, les Ça femmes fait ont 30 toujours, ans que j'ai plus de boucles d'oreilles. les femmes ont toujours raison. Et alors, le premier album a suivi. Et le premier album, bah, ça a été justement un remerciement à vos parents. Merci. 15 ans et demi, tu débarques tout seul à Paris. Et ils t'ont laissé faire malgré ce qu'on leur a dit. Eh oui, c'est vrai que c'était autobiographique. Ah bah oui, oui, oui. Bah, puis moi, c'était facile à raconter parce que c'est vrai que moi, j'étais un hyperactif, indiscipliné. J'avais un passif scolaire monstrueux. Je me faisais virer de toutes les écoles. Enfin bon, le jour, à 15 ans et demi, même pas encore dans la majorité, même pas encore 16 ans, je pars tout seul à Paris, à Bonneville. Tout le monde regardait en disant « Ouh là là, lui, il va pas mettre longtemps pour terminer en prison. » Tellement j'avais une vraie notoriété de drôle de personnage. C'était jamais méchant, jamais grave, mais quand même, voilà, l'hyperactif qui cherche qu'à rigoler et à faire le con. Et donc, monter tout seul à Paris. Mais comme mes parents m'ont fait cette confiance-là, finalement, jamais. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est arrivé proche de moi, où tu te dis j'y vais pas, j'y vais pas, et tu te rappelles, tu dis bah non, j'y vais pas. Parce que je vais pas faire un mauvais plan à mes parents qui m'ont fait confiance. Et donc, merci à mes parents. Et vous les avez remerciés aussi, je crois, en leur offrant une maison. Ah bah, à mes parents et à mes frères et sœurs, à un certain moment, quand on vient de là où je viens, quand on vient d'une famille modeste, et puis qu'il y en a un qui se met à se retrouver dans une autre situation et économiquement plus agréable, je trouverais ça triste de partir dans son coin pour le vivre tout seul. Donc à un certain moment, tu équilibres un petit peu l'histoire et tu dis qu'est-ce qu'il pourrait... Et en fait, tu achètes d'abord une maison à tes parents, une espèce de maison de famille, comme ça on pouvait tous se retrouver. Puis après, tu fais la même chose pour tes frères et sœurs, pour qu'à un moment, ils aient un toit. Et puis voilà, tu as assuré un truc, et après, tu iras vivre ta vie. Mais au moins, tu assures ce truc-là pour tes proches. Voilà. Et il y a une chanson de cette époque-là qui est finalement aujourd'hui encore d'actualité. Et plus que jamais d'actualité, c'est Laissez-nous respirer. Alors laissez-nous vivre notre vie, nous les soi-disant petits. Laissez-nous respirer. Là aussi, au second degré, c'est vrai que c'est une chanson d'actualité. Ouais, oui. Enfin bon, après, c'est vrai que moi, j'écris ça en me disant, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle bande, il y en a toujours un qui nous casse les couilles. Il faut dire les choses comme il faut, voilà, comme elles sont. Il y en a toujours un qui veut imposer sa loi, imposer sa règle. Et tu as envie de dire, mais attends, concertation, parlons tous ensemble et puis on trouvera bien une solution. Et arrête de nous prendre la tête et de vouloir imposer tes trucs. Donc, laisse-nous respirer, s'il te plaît. Et voilà, donc moi, c'était mon deuxième titre. Et une émission de télévision aussi où vous reprenez un classique. Et là aussi, à la surprise générale et à la vôtre, cette chanson devient un succès qui était déjà connu. Mais Oh bah alors, oui. vous avez différencié celle-là. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Claude François. Pourquoi reprendre cette chanson? Ah bah c'est Gérard qui me la propose sur un spécial Claude François et puis comme d'habitude en fait moi c'était mon... Alors moi je m'amusais avant de chanter quand on se retrouvait avec toute la bande, Bruel, Riton, Charlie, Lousteau, Alain Lanty dans un endroit qui s'appelait le Vin au Hall. Je sais pas si tu étais Ouais. passé par Ah, là-bas. j'ai dû passer par là. Ouais. Eh oui, et en fait, à un certain moment, je chantais, comme d'habitude, je chantais My Way en yaourt. Parce que je prenais pas la peine d'apprendre les paroles anglaises. Je faisais du son à la con, mais par contre, ça marchait, c'est-à-dire ça fonctionnait. Et je faisais toujours un carton parce que mélodiquement, c'est une chanson pour ma voix. Donc le jour où il me propose de la faire en vrai, en français, comme il se doit et comme il faut, bah, j'y vais. Et c'est vrai que derrière, bah, y a un vrai retour et on sort ça en 3e single. Ça cartonne et en même temps, ça m'aide pas. Bah, ça m'aide pas si finalement avec le temps tu dis bah il vaut mieux être dans la famille populaire que dans la famille rock,
Mais moi, j'avais envie d'être plutôt dans cette famille un peu rock'n'roll. Et dans le premier, n'importe quoi, et laissez-nous respirer, on savait pas trop où me caser. Et tu sais que les Français, ils aiment bien mettre une étiquette, te mettre dans une case. Et d'un seul coup, comme d'habitude, arrive. Et là, tous les branchouilles mes couilles, ça y est, on va pouvoir le mettre dans la case ringard, populaire, à l'ancienne. Et en fait, c'est pas super grave parce que finalement, avec le temps, oui, je suis un chanteur de variété populaire. Et donc, c'est mieux parce que ça nous permet d'aller plus loin et plus haut. Et cette chanson, Paul Anka l'a un jour entendue après avoir dîné au Moulin de Mougins à Cannes. Le lendemain, il a pris les droits et il l'a traduite. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Claude François n'a jamais songé à demander les droits d'édition de cette chanson. Après sa mort, Alain-Dominique Perrin, qui faisait la succession, est allé voir Paul Anka pour réclamer ses droits, ce qui permet à ses enfants de vivre aujourd'hui. Oui. Il n'y avait jamais pensé. Et pourtant, Claude François, côté business, on pouvait le soupçonner de penser beaucoup. Voilà, mais là, il s'était raté. Mais attends, l'histoire comme d'habitude, il l'avait pas pris complètement, il l'avait pas fait. C'est parce que Paul Anka l'a sollicité que d'un seul coup il est revenu. Parce qu'au début, quand on nous raconte l'histoire, au début il passait à côté. Complètement. Il en voulait pas. Il en voulait pas. C'est Jacques. Ils avaient écrit la chanson, je crois, au bord de la piscine de Claude François, quand France Gall était parti. Et il était malheureux. Ils avaient écrit ça sans imaginer que ça deviendrait un tube mondial. Et quel tube. Voilà. Mais alors, c'est tant difficile, effectivement, sans entrer dans les détails, après on vous a massacré et vous avez décidé de prendre du recul. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments difficiles après ces succès. Oui, mais ça, de toute façon, la vie d'artiste, c'est ça, c'est des hauts et des bas. Et puis, en fait, très souvent, une fois qu'on est monté, on redescend et en général, on remonte pas. Voilà. Il y a que quelques cas dont je fais partie où on remonte. Et puis après, quand t'es remonté, après, ils ont du mal à te virer, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, on a dit que c'était fini. Moi, j'ai eu, quand je rencontre, je rappelle encore ma moitié, je suis dans cette période de creux et elle parle à peine la langue. On se rencontre dans une bande et elle me regarde en me disant pourquoi tous les copains ils disent que t'es fini. Je dis c'est parce que c'est un peu la vérité. Je suis un peu dans le creux, dans un trou, mais en même temps ils savent pas la force que je peux avoir de remonter si tu restes avec moi. Et elle est restée. Voilà, et vous êtes remonté. On en parle avec une autre date, le 22 novembre 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Florent Pagny. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Florent Pagny, de passage en France pour la sortie de son nouvel album L'Avenir. On va en parler tout à l'heure. Et là, on revient à une date importante qui est le 22 novembre 2004. C'est la sortie d'un album, le 9e, où il y a cette chanson. Oui. Io te cante per te, c'est Io te canto per te, sì. Oui. Alors, baryton. Oui. Baryton, alors c'est la suite de Caruso. Oui. En fait, moi, dans ma période, un peu, je pensais que tu allais plutôt m'envoyer Caruso d'abord, parce que c'est vrai que Caruso, ça a été un petit peu ma résurrection. Ouais. Je passais d'un artiste qui vendait entre 100 à 300 000 albums maximum, et je fais une compilation sur lequel j'intègre ce Caruso, et là, je passe à une autre échelle. Et derrière ce succès de Caruso, l'inspiration de l'album dont tu veux parler, qui est Baryton, me vient d'un personnage qui s'appelle Santi. Santi, c'est le batteur de la Mano Negra, donc c'est le cousin de Manu Chao, qui est devenu le patron du label dans lequel je suis, donc Mercury, et qui à un moment me dit dis-moi, ton coup de Caruso, là, tu voudrais pas le faire sur tout un album? Et je le regarde, je dis, mais t'es fou, tu sais ce que c'est la discipline de faire tout un album dans ce répertoire-là? Mais c'est trop dur, c'est trop de travail. Je suis trop feignant pour faire un truc comme ça. Sauf que ça reste quand même dans ma tête. Et à un moment, je me dis, allez, j'y vais. Et je fais tout cet album, crossover, comme on l'appelle, de lyrique, avec des grands thèmes lyriques, mais avec des nouvelles chansons. Et cette chanson, Io le canto per te, c'est Calogero, voilà. Une fois de plus. Le même qui revient aujourd'hui. Et mon beau-frère, Peppo Giuseppe, qui a fait les paroles, puisqu'il est d'origine italienne. Io le canto per te. Voilà. Et Caruso, justement, on l'écoute. Alors,
Il se trouve que cet album s'appelle Bienvenue chez moi parce que vous l'avez enregistré chez vous. Non, la chanson est arrivée avant, elle s'appelait comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que après, ça faisait le lien direct. C'est vrai que comme moi, j'aime bien à chaque fois dans les enregistrements me retrouver dans un contexte un peu particulier, comme dans un film. Là, on avait 3-4 titres à rajouter, à réenregistrer ou à enregistrer. Et dans ce coup, j'ai fait, bah, venez, on va dans la maison, la fameuse maison de famille que j'avais achetée à mes parents, donc en Bourgogne. Et on va installer le petit studio avec l'équipe et puis on va enregistrer là-bas. Et en effet, j'arrivais avec une chanson qui s'appelait Bienvenue chez moi et on était chez moi. Voilà. Et Caruso était au milieu de l'album et personne n'y croyait. Non, c'est pas ça, c'est que Caruso aussi, je l'avais déjà un petit peu pratiqué en spectacle. Et j'avais bien vu, et surtout j'avais eu la chance de le chanter à Taratata en duo avec Lucio Dalla, parce que j'avais justement depuis rencontré Lucio. Et Lucio Dalla expliquait à Luciano Pavarotti que la meilleure version de Caruso, c'était un petit Français qui la chantait. Et j'étais un peu étonné, parce que moi j'adore la version de Pavarotti. Et en fait, je sais pourquoi Lucio lui expliquait ça, parce qu'en fait, cette chanson, elle a ce côté lyrique classique, mais elle est moderne. Et en même temps, lui, par exemple, quand il la chante, quand Lucio la chante, il n'y a que le côté pop qui ressort, mais le côté lyrique, il l'a pas vraiment. Quand on entend Pavarotti, il n'y a que le côté lyrique qui ressort, mais le côté pop, il l'a pas vraiment. Alors que moi, j'arrive à avoir les deux, mixer les deux. Et donc ça le fascinait, et il en faisait ma publicité. Et le vrai Caruso, ce qu'on ne sait pas, bon, c'est le plus grand ténor qu'on puisse imaginer dans les années 20, mais c'était aussi un garçon qui aimait faire des blagues, des imitations, et qui aimait le cirque par-dessus tout. Ah oui. Et chaque fois qu'il allait au cirque, il saluait les clowns, il rêvait d'être clown. Ah, c'est génial. C'est drôle. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que ce mec-là est tombé amoureux un jour d'une Américaine. Oui. Et il est parti vivre avec elle. Et pendant 10 ans, il n'a pas chanté. Voilà. Et il est revenu au bout des 10 ans, après la séparation avec l'Américaine. Et il a repris son statut de plus grand ténor du monde. Voilà. Il gagnait beaucoup d'argent. Et on a découvert après sa mort qu'il entretenait 120 personnes qui étaient en manque d'argent. Ouais, c'est possible. Vous savez, quand on se retrouve à être un artiste qui fédère une certaine économie, on entretient beaucoup de monde. Des gens qu'on ne sait pas même. Tellement il y a du monde qui peut gagner de l'argent sur un artiste. Et il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup, c'est Amaury Vassili, car il a toujours dit qu'à 9 ans, il a entendu cette chanson et que c'est comme ça qu'il a débuté. Oui, bon après il fallait qu'il puisse le faire, mais il peut le faire, donc ça lui a donné envie. Et puis alors ensuite, il y a le cirque d'hiver que vous allez vous produire. Et ce qui est étonnant, c'est que vous attendez les spectateurs à l'entrée, Florent Pagny. Oui, non, ça c'était un remède à mon trac. Et en fait, c'est vrai que je me disais, waouh, arriver comme ça sur scène, et ça me fout trop les chocottes. Et donc, comme j'ai trop peur, je vais essayer de trouver une thérapie. Et en fait, je recevais les gens. Alors ça tombait bien, hein, parce que j'étais dans une période, c'était Bienvenue chez moi, je pouvais les recevoir. Et je recevais les gens qui étaient très très étonnés de voir le chanteur dans le couloir tout de suite après avoir passé le guichet. Et ça me permettait d'avoir un côté genre, comme ça, je vous ai déjà vu, je vous connais, quand j'arrive après, je vais être un peu plus rassuré, j'aurai moins peur. Mais le cirque d'hiver, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un grand escalier qui menait aux appartements de Rosa Buglione, qui était la doyenne de la famille, qui avait 100 ans déjà. Ah oui. Et il y avait un escalier, elle avait une chaise, et elle descendait voir le spectacle discrètement. Ah d'accord, ok, non, je savais pas. Moi, j'avais plus affaire à son pion. Voilà, oui, mais c'était la doyenne. Oui, Elle est morte à 107 ans, je crois. Ah, oui, oui. Et elle a vu tous les spectacles. Alors, ça marche tellement qu'ensuite, il y a le Zénith, disque de platine, disque de diamant, 1 500 000 disques. Eh oui. Comme Ça, quoi, hein, on peut faire une compilation en vendant pas trop de disques et puis d'un seul coup se mettre à cartonner, mais c'était pas une vraie compilation. Il y avait le Caruso, il y avait Bienvenue chez moi pour démarrer, Caruso derrière, Oh Happy Day en troisième. Et pour revenir avec un titre que j'avais sorti sur mon deuxième album, qui avait pas du tout marché, mais qu'on a ressorti sur la compilation, qui s'appelait Tue-moi, et qui est une énorme chanson de Frank Langolf et de Basset, qui avait fait les paroles. Et à l'époque, j'avais sorti ça dans Réaliste, et ça avait pas fonctionné parce que tout le monde rattachait ça à mon histoire avec Vanessa en se disant vas-y, chante, pleure et chante, ça nous concerne pas. Mais quelques années plus tard, on a découvert que c'était une très belle chanson, grande chanson, et que ça concernait pas mon histoire parce qu'elle existait bien avant. Voilà. Alors, avant tout ça, il y a eu le retour après la traversée du désert, et je crois que tout a débuté lors d'une soirée des Restos du Cœur avec Jean-Jacques Goldman. Avec Oh Happy Day. Voilà. Jean-Jacques, je me
m'invite au Resto du Cœur. Et je voulais faire un U2 et il me dit écoute, moi je te proposerais plutôt de faire Happy Day avec Carol Fredericks et une chorale gospel. Et puis, bah oui, t'as raison, je peux essayer, quoi. C'est de l'anglais, mais je dois pouvoir trouver le moyen de l'interpréter. Et ça cartonne. C'est-à-dire que je fais cette télé et derrière, pendant 2 mois, partout où je vais, on me parle de ma prestation. Et ça fait du bien quand tu es dans le creux de la vague, d'un seul coup, de te sentir un peu apprécié sur une performance et puis d'avoir des retours comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça qu'elle arrive d'ailleurs sur la compilation plus tard. Voilà. Et en même temps, Goldman vous dit, je vais écrire des chansons pour toi. Oui, parce que je l'avais cité une première fois, il m'avait refusé, et puis j'ai insisté, et puis il me voyait aussi dans un moment quand même un peu difficile, et il a voulu me filer un coup de main, et il a réussi. Oui, parce que moi, un jour, Goldman m'a expliqué combien c'était difficile d'écrire une chanson, combien il veillait à chaque mot, ça prenait des semaines et des semaines. Ah oui, mais c'est pour ça que je les fais pas. Hein. Voilà, lui, il les fait, et ça a donné Si tu veux m'essayer. Mes mots, mes caresses, me prendre, me jeter, sans que l'on se blesse. Ce qui est fascinant avec Goldman, on écoute une musique, on se dit c'est du Goldman. Oui. Ah, il a ce truc. Hein. Il a ce truc. Ah, il a un don pour faire des tubes, lui, c'est monstrueux. Et grâce à ça, vous avez fait l'Olympia. Et ça a marché 2 soirs de suite. Ah oui. Non, mais ça, l'épreuve Olympia, elle est obligatoire. C'est-à-dire que pour tout artiste qui cherche à voir si ça va bien se passer, s'il va tenir et faire une belle carrière, il faut qu'il fasse l'Olympia et qu'il le réussisse. Réussir l'Olympia, c'est le remplir et qu'ils soient tous debout à la fin. Et si tu réussis ça, alors tu vas continuer et tu vas en faire d'autres. Si t'as pas ça, cherche autre chose à faire. Alors ça a marché. Et puis vous avez fait un jour à la télévision un duo avec quelqu'un d'illustre, toute la musique que j'aime avec Johnny. Ah oui. Et il a voulu se moquer de vous. Et il est tombé sur un mec. Non, pas se moquer. Il a toujours aimé voir ce que l'autre a dans le ventre, en sachant ce que lui avait dans son moteur. Donc à un moment, il sait que voilà, tous ceux qui veulent venir chanter avec Johnny, ils sont les bienvenus, mais il va falloir qu'ils prennent leur place. Et c'est vrai que lui, il te la faisait un petit peu dans les répétitions. Il essayait de voir s'il pouvait pas te faire forcer un peu. Et puis le soir du direct, comme il en avait encore sous le pied, il y allait. Alors il fallait bien se préparer à être prêt. Je crois que c'est l'inventeur des battles, Oui. Johnny. mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés avant personnellement, parce que j'étais copain avec David Ali. Enfin, je suis copain avec David Hallyday, c'est lui qui m'a présenté Johnny. Et puis un jour, on s'est retrouvés quand même à chanter toute la musique que j'aime. Et c'est vrai que j'étais aussi sur mon terrain, moi, ça me plaît. Donc on s'est fait plaisir. Oui, en même temps, il s'est moqué, je crois, de votre veste à carreaux. Ah oui, ça c'était à la maison. Ouais, Justement, quand on s'est rencontrés, il était là à se foutre de ma gueule, de mon costard et ma veste à carreaux. Et moi, je le voyais avec des Santiago à bourrons. Je dis, mais ça, c'est pas des Santiago de rocker, hein. Les bourrons, c'est les vieux qui mettent ça. Et résultat, ça donnait un duo. Et là aussi, chanter en duo avec Johnny sur un album, Ah oui, c'est un grand moment. Oh là là, puis alors l'enregistrement c'était génial. Il est arrivé, moi j'avais fait ma voix et donc, alors en fait non, même pas. On a voulu chanter les deux dans la cabine. Ça marchait pas, les sons frottaient et tout, donc j'ai fait ma voix. Et puis c'est vrai que la chanson me collait bien. Et puis lui, il démarre, il me fait 2 prises moyennes. Il cherche, la voix elle est un peu rayée comme ça et tout. Et t'es là, tu te dis bon ça va peut-être prendre du temps. Et puis d'un seul coup, il te fait la 3e prise. Et t'es comme ça sur ton fauteuil et tu fais oh l'enfoiré. Oh là 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 là. Il termine, je le regarde, je fais merci, maintenant faut que je retourne chanter. Tu m'as mis la barre là-haut et tout. Et donc c'est trop agréable quand tu te retrouves dans cette situation-là et que tu découvres qu'à un moment voilà c'est magistral parce que voilà il était né pour faire ce qu'il faisait et après derrière toi tu dois y retourner. Il faut que tu retournes bosser pour être au même niveau. Mais ça vous gêne pas de retourner? Non, quand c'est à ce niveau-là, au contraire, j'ai une référence, je peux y aller. Et puis il y a une chanson quand même dont il faut parler parce que elle est mythique, c'est celle-ci. Prenez mon lit, les disques d'or, Ah oui, ça- ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur. Mali
liberté de penser, c'était vos ennuis fiscaux. Ah oui. Et ça, on en a beaucoup parlé. Oh Et- bah, plus que de la chanson, hein, Oui, plus oui. que de la musique. Moi, j'ai eu plus d'articles de presse pour mes problèmes d'impôts que pour les disques et les chansons que j'ai pu sortir. Mais bon, c'est comme ça. Alors que d'autres ont eu des problèmes beaucoup plus importants que vous et on n'en parlait pas autant. Non, c'est même pas ça. C'est que, en fait, moi, je me suis retrouvé dans un plan où, à la fin, j'ai gagné les 2 procès et puis j'ai pas voulu spécialement en faire, en claironner mon succès d'après. Et quelque part, il y a eu cette chanson où finalement, ça a un petit peu perturbé tout le système et on a voulu être un peu plus dur avec moi, certainement à cause de ce titre. Mais en même temps, voilà, le temps est passé, tout ça est réglé, tout ça est bien clean. Et puis finalement, il n'y avait pas besoin ni de claironner, ni de faire tout ce qui s'est passé, parce qu'il y avait, c'est comme ça, c'est la vie. Puis ça m'a permis d'aller ailleurs et de vivre d'autres choses et de me dire, allez, c'est bon, si c'est pour se faire traiter de cette manière, je vais pas rester, mais je vais pas partir non plus parce que je suis quand même d'ici, quoi. Voilà. Donc voilà, je continue à passer. Et voilà. Et justement, l'avenir, on va en parler à travers une autre date, le 17 septembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Florent Pagny. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Florent Pagny. 17 septembre 2021, votre 20e album, L'Avenir. Et l'avenir, ben, c'est le présent avec cette chanson. On est fait pour bâtir l'avenir. Oh, on est fait pour bâtir l'avenir, de l'avenir, notre avenir. Et vous démontrez en chanson que vous n'êtes pas un homme du passé, justement. Oui, mais ça, c'est grâce à Calo. C'est trop beau ce qu'il fait. C'est-à-dire que Calogero, c'est vraiment un compositeur. C'est un mec de musique. Quand j'écoute tout ce qu'il m'a proposé et que j'écoute ce qu'on a fait, en effet, on n'est pas dans le passé. On est vraiment dans le présent. On envoie des beaux messages et puis ils sont accompagnés de telles mélodies que c'est trop agréable à chanter pour moi, quoi. Voilà. Et ce nouvel album, c'est la suite d'une aventure, puisque vous aviez déjà travaillé avec lui et vous avez eu envie de recommencer. Bah, c'est vrai qu'après avoir fait Vieillir avec toi, il y a eu 8 ans. Oui, c'est ça, 2013, 21, ça nous fait 8 ans et on avait renoué, enfin j'avais renoué moi avant Vieillir avec toi, quelques albums auparavant, je subissais la déclinaison de l'industrie du disque, plus une sorte de déclinaison de ma carrière aussi, un petit peu. Je devenais presque plus animateur de télé avec le programme The Voice que chanteur et d'un seul coup, on se retrouve avec cet album et on renoue avec le succès et on revient à ce qu'on a connu auparavant. Donc après cette aventure, on s'est regardé en se disant on en refera bien un autre un jour. Là, c'était l'occasion, c'était l'anniversaire, mes 60 ans. Allez, on fait l'album des 60. Vas-y, Calo. En plus, moi, je sais que entre les nouveaux The Voice, la tournée à préparer, c'était bien d'avoir un Calo pour s'occuper de l'album parce que Calogero, c'est une équipe à lui tout seul. Il fait tout. C'est-à-dire, il compose, il va chercher les bons auteurs, il trouve les bons thèmes pour me concernant, il réalise, il produit et derrière, même le mixeur, il est tous les jours derrière pour écouter, pour que ce soit comme il faut. T'arrives, t'as été chanté, ça t'a pris 10 jours, et tu repars, tu reviens, et le bébé, il est impeccable, parfaitement habillé, et là, tu dis, bon, bah, merci Calo, t'es trop fort, et je suis trop content qu'on s'aime. 60 ans, Florent Pagny, plutôt 20 ans et 3 fois plutôt qu'une. Oui, non, mais ça, c'est mon passeport qui a 60 Ouais. ans, moi, je suis resté collé à 27. Ouais, et même à 20. Alors, l'auteur de cette chanson, c'est Serge Lama. Oui, alors ça, c'était juste la belle surprise parce que c'est vrai que ma première réflexion quand j'entends l'avenir, c'est de lui dire, dis donc, d'abord ta mélodie, elle est imparable et j'adore cette naïveté et ce côté tellement un peu utopique mais tellement positif dans le message. C'est qui le gamin qui a écrit ça? Et il me regarde, il me dit, bah, c'est Serge Lama. Tu dis, bah, pour un gamin, il a plutôt déjà du vécu. Mais par contre, j'adore justement ce côté frais et positif. Et nous, on doit envoyer des messages, bah, tant mieux qu'ils soient agréables comme ça et qu'à un moment, on se dise, l'avenir, il devra être non violent parce que si on continue comme on est parti, ça va pas être bien, quoi. Donc, on va y arriver, Mais Mais Serge Lama, lui aussi, on ne croyait pas en lui quand il a eu son accident en 64. On lui a dit, vous remarcherez jamais.
jamais, votre carrière est finie. Ah oui. Il est remonté sur scène et il est toujours là aujourd'hui. Ouais, enfin, et puis le gros de sa carrière est quand même presque après 64. Quand Oui, même. mais il n'était pas connu en 64. Ouais, c'est ça. Sa carrière, c'est 70-75. C'est ça, voilà. Ouais. Et vous l'avez rencontré, Serge Lama? Oui, on s'est déjà vu quelques fois, mais là, on va se retrouver. On est content de ce qui se passe. Il vient de se marier. Oui, je sais. Avec Un jeune marié. une femme charmante, d'ailleurs. Oh bah oui, Alors, obligatoirement. Et dans cette aventure de l'avenir, il y a un collectif artistique d'IMCA. Alors, il y a mon fils et un pote à lui, Dimitri, donc Inca et Dimitri, qui sont amusés, qui s'amusent d'ailleurs, à faire des beaux dessins sur les murs. Donc, c'est du graffiti, mais ça a bien évolué. C'est devenu du street art. Et puis eux, ils font du street art même un peu à la campagne. Ils vont habiller un peu les ponts ou les maisons un peu abandonnées comme ça. Et c'est vrai que plus ça avance et plus leur truc fonctionne bien et ils sont doués. Ça fonctionne, ça marche bien. Et donc, à un moment, je le vois faire et je fais, tu sais, je vais t'embarquer dans une histoire. Vous allez me faire un truc. Je sais pas si c'est la pochette, je sais pas ce que c'est. Et puis c'est devenu le clip. Et alors bon, après, c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir un môme qui a passé son brevet de pilote d'avion. Et donc Inca, il peut arriver en avion pour faire un beau graffiti et après partir avec cet avion pour envoyer ce signe de peace and love fait par eux-mêmes, par le groupe d'Imca. Oui, ce sont des cœurs multicolores qui sont un symbole de la paix. Bah oui, qui finissent par faire un énorme peace and love. Alors, vous avez donné une instruction à Calogero, mais il le savait, c'est qu'il faut des envolées lyriques dans vos albums. Bah oui. Et vous le prouvez avec cette chanson, L'Instinct. Suivi mon Alors, cette note Oui. n'était pas prévue. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, moi j'ai chanté cette chanson avec un petit piano, donc piano-voix. Quand il a eu fini, et il n'y avait pas du tout cette envolée finale, quand on a eu fini l'instinct, enregistré, piano-voix, d'un seul coup il est parti dans un truc, il m'a dit « J'entends ça ». Il me fait écouter le boléro. Donc je le regarde, je dis « Ah mais dis donc, ça marche quoi, le petit... » Mais là, c'est remplacé par tan, ta 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 tan, 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 ta 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 tan. Et d'un seul coup, ça habille la chanson, ça lui donne une telle dynamique que quelques temps plus tard, avant que je prenne un avion pour partir en Argentine, il me dit « Tu pourrais pas me rechanter ?» Je dis « Ah, tu sais que j'aime pas rechanter. » Il me dit « Non, mais là, ça c'est pas rechanter, c'est juste changer, je voudrais changer 3 notes. » Et j'ai pensé à ça. Et il me fait écouter cet envolé lyrique. Et oui, je peux le faire. C'est vrai que c'est dans mes cordes, j'ai cette faculté de pouvoir chanter de la pop, de la variété, mais aussi de passer aussi à cette note lyrique. Et ça donne une dimension à la chanson, mais hors norme. Encore une idée de Calo. Voilà. Merci encore. Et le boléro de Ravel n'aurait jamais dû exister parce qu'au départ, c'était une commande d'un ballet de caractère espagnol par Ida Rubinstein. Seulement, il y avait des droits à payer sur des pièces d'Albéniz. Il voulait pas. Donc, il a fait un thème qui ne durait pas 1 minute, mais 18 minutes en répétant le même thème. Et c'est comme ça que c'est né. Ah d'accord. Parce que moi j'avais entendu dire que ça n'avait pas plu du tout quand c'était arrivé, parce que les gens trouvaient que c'était justement de la musique répétitive. Ouais. Et c'est devenu le thème le plus important de la musique classique. Exactement. Qui n'est pas si classique que ça, hein, parce que Ravel c'est pas 1800, hein, c'est 1900. C'est pas si vieux, hein, je connais pas les dates, mais ça vient à peine de tomber dans le domaine public. C'est ça, c'est ça. Maurice Ravel, c'est plus un mec de 1900. J'habite à côté de sa maison. Alors, il y a eu un clip aussi tourné au Puy du Fou. Ça aussi, ça a été un événement, Florent Pagny. Ah oui, c'était rigolo d'aller tourner là-bas dans ce domaine assez incroyable. Et puis avec ses chevaux dressés, cet aigle. Non, c'était une belle journée pour l'instinct. Je trouve que ça fonctionnait bien d'aller chercher le cheval ou l'aigle. Puis il y a un côté de la pampa argentine, là-bas, la nature qui vous touche. Oui, mais en même temps, là, toute l'image du cheval était vraiment dans cette pièce. On aurait presque pu faire tout le clip avec le cheval tellement, mais bon, c'est vrai qu'après quand on voit les images, on se dit c'est vrai que c'est beau avec ce sol mouillé, le cheval, les chevaux étaient sublimement dressés et il y avait cette jeune violoniste, violoncelle et ça marchait vraiment bien quoi. Bon, l'aigle aussi, hein, c'est beau. Non, c'est des beaux clips, je suis content. Et autre chanson de cet album, Les Passerelles. Si tous les hommes sont comme des îles, une main tendue
Parole de transmission et de paix, on ne peut pas faire mieux. Hein. Oui, oui, non, c'est vrai que c'est Passerelle, c'est une drôle de chanson. Alors, c'est une collaboration en composition avec Julien Clerc, puisque c'est Julien et Callot qui ont composé la musique, et Paul École qui a fait les paroles. Et c'est vrai que c'est une drôle de chanson, mais tellement intéressante avec ce truc, justement, cette transmission et puis ce même message. Il y a quand même une grosse thématique. Hein. Il y a des thématiques dans cet album qui se répètent, où à un moment on a envie de vivre autre chose que de se détester et de se taper dessus, quoi. Donc on a envie un peu d'amour. Oui, et d'espoir. Et c'est vrai que la transmission, vous le faites avec The Voice. Et d'ailleurs, Julien Clerc, lui aussi, a été coach dans The Voice. Oui. C'est incroyable, cette histoire de The Voice, parce qu'au départ, vous ne pensiez pas que vous y seriez aussi longtemps, Florent Pagny. Oh, bah non, mais en même temps, quand on découvre ce concept et qu'on voit les paliers de curiosité que ça peut avoir et où ça peut nous emmener, c'est trop fort. Et même encore, cette saison All-Star, alors il faut savoir que cette histoire anniversaire, c'est les Français qui l'ont créée. C'est le groupe français qui a eu cette idée, mais c'est extraordinaire. Tu vois les talents qui étaient là il y a 10 ans, tu les revois revenir et tu vois l'évolution qu'il y a eu, la manière, la voix, leur personnalité, mais c'est trop génial. Et quand on se retrouve, les relations qu'on a et tout, et ce qu'on ressent, mais tout le monde peut le ressentir, c'est un carton absolu. Et c'est réconfortant pour l'avenir de la chanson française. Vous y contribuez en découvrant ces talents, Florent Pagny. Ah oui, puis nous en France, au contraire de beaucoup de pays qui sortent ce programme, parce qu'ils cartonnent dans 65 pays, on est un des rares pays qui avons des vrais résultats, et aujourd'hui on peut se dire qu'on a entre 30 à 40% des artistes, des nouveaux artistes français qui prennent une belle place, qui viennent de The Voice. Et puis il y a quelqu'un aussi qui est en train de prendre une place, et cette personne a aussi collaboré à cet album avec une chanson, Quand elle rentrera. Il attend sans se lasser, mais il n'y a personne. Il fait toujours les mêmes gestes, se prépare à une seule chose, à son sourire quand elle rentrera. Et c'est Barbara Pravi. Barbara Pravi, qui est une super auteure. Oui, et qui a qui a mis du temps, comme vous, à être reconnue. Personne n'en voulait au départ. Elle était serveuse aussi dans un café. Mais moi, elle était dans ma première partie en 2017. Hein. Oui. Donc, ma dernière tournée, elle faisait ma première partie. Moi, je la connaissais déjà bien. J'aimais déjà bien ce qu'elle proposait. Elle a sorti un premier album qui était bien, mais qui a pas explosé comme elle aurait aimé. Derrière, elle se fait l'Eurovision, et là, elle se fait vraiment remarquer parce que sa chanson, elle est terrible, et elle est extraordinaire. Et puis, Barbara, elle est amenée à prendre une vraie place parce que c'est une vraie chanteuse, c'est une vraie personne avec un truc entre sa voix, la manière qu'elle a de l'utiliser, et puis le charisme qu'elle a, la beauté qu'elle a naturelle, elle est super. Hein. C'est vraiment une belle artiste. Hein. Mais là aussi, il faut la repérer. Vous avez le don de repérer les talents. Écoute, moi j'ai eu de la chance. Mes 2 dernières tournées, la première, j'avais Vianney en première partie avec Marina Kaye qui ont cartonné tout de suite derrière. Et la deuxième, j'avais Barbara Pravi. Et donc, c'est vrai que à force, je finis quand même par avoir une certaine oreille, et je me dis, bon, bah voilà, si moi je le ressens bien, c'est que d'autres peuvent le faire aussi. Je suis un mec normal comme tout le monde, donc vous allez pouvoir apprécier ce que j'apprécie. Voilà, et réciproquement. Et alors maintenant, l'avenir, c'est cette tournée de 60 ans. Eh oui. Si c'est possible encore. Oui, non, on est bien, hein, normalement. On part, les salles, pour l'instant, toute cette première phase sont pleines. Les gens vont pouvoir aller en spectacle sans masque, dans les mêmes configurations. La seule chose, il faut qu'ils aient le pass sanitaire, mais bon, même si on n'était pas d'accord au début pour se vacciner, à un moment, tu dis, bon, allez, ça va être trop compliqué, on va le faire comme ça. Donc, normalement, tout le monde est vacciné, et puis c'est réglé. Et puis c'est tout, quoi. Donc, on devrait pouvoir, normalement, cette tournée devrait se passer comme elle était prévue. Et moi, la chance que j'avais, c'est que j'ai ouvert cette tournée 1 an et demi avant, donc avant le Covid. Donc, moi, j'ai pas changé mes dates. Voilà. J'ai pas dû reporter tout ça, je suis resté dans les mêmes dates, et donc, je vais pouvoir en profiter comme il faut, j'espère. Ne changez pas vos dates, ne changez pas, restez comme vous êtes. Oui, à mon âge. À 20 ans. Ouais, c'est comme toi, tu vas pas changer. Hein. Non, c'est trop tard. Et cet album, l'avenir, celles et ceux qui nous écoutent le découvriront avec bonheur, comme on l'a découvert. Et vous parlez vrai, nous parlons vrai à Sud Radio. Restez comme nous et revenez quand vous voulez. Eh bien, avec plaisir. Merci. Merci Florent Pagny. Salut Jacques. Salut, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.